Ce soir, nous allons affronter un paradoxe qui se situe au cœur de l'astronomie moderne. Lorsque vous photographiez un amas de galaxies distants, vous voyez des milliers de galaxies comprimées dans un seul cadre. Des galaxies sur des galaxies, de la lumière sur de la lumière, une structure superposée à une autre structure. Il semble impossible que quoi que ce soit puisse être plus surpeuplé, plus plein, plus absolument rempli de matière cosmique. Et pourtant, quand les scientifiques font les calculs, quand ils calculent réellement la quantité d'espace que chaque galaxie occupe par rapport au volume total de l'univers observable, ils arrivent à une conclusion qui défie l'intuition. L'univers est presque entièrement vacant. Le cosmos est un désert avec des oasis occasionnelles de matière. Et ce vide n'est pas aléatoire. C'est la conséquence inévitable de la façon dont les structures se forment dans un univers régi par la gravité, la mécanique quantique et une expansion accélérée qui s'intensifie à chaque moment. À la fin de cette soirée, vous comprendrez pourquoi les galaxies sont séparées par des distances si vastes que la lumière elle-même met des millions d'années pour les traverser. Ce que représentent réellement les vides cosmiques et pourquoi cet arrangement est le seul arrangement possible si des structures complexes comme les galaxies et par extension les étoiles, les planètes et la vie pourraient éventuellement exister. Avant de commencer, si vous vous trouvez captivé par l'échelle et l'étrangeté de notre univers, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide à atteindre des personnes qui partagent votre curiosité pour le cosmos. Maintenant, explorons pourquoi l'univers doit être presque vide. Imaginez-vous debout dans une forêt. Des arbres vous entourent dans toutes les directions. Votre vue s'étend peut-être sur une centaine de mètres avant que les arbres ne bloquent votre vision. La forêt semble pleine, abondante, densément peuplée. Mais c'est seulement parce que vous êtes petit. Depuis un avion survolant la zone, vous verriez que la forêt est principalement composée d'espace entre les arbres. Depuis un satellite, les arbres individuels disparaîtraient entièrement et vous verriez des clairières, des champs, de vastes régions de terrain ouvert. Vue de l'espace, une forêt entière devient une petite tache sombre sur un paysage de fermes, de prairies et de rivières. Votre perception de la plénitude ou du vide dépend entièrement de votre échelle. L'univers fonctionne de la même manière. À l'échelle humaine, dans notre galaxie, nous percevons la richesse. Des planètes, des lunes, des astéroïdes, des comètes. Notre système solaire regorge de complexité. Notre galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles arrangées dans des structures complexes. Des bras spirales, un renflement central, une auréole de matière sombre s'étendant bien au-delà de la lumière visible. Regardez vers l'extérieur depuis la Terre et vous voyez un cosmos qui semble véritablement abondant. Mais zoomez, adoptez la perspective d'un observateur cosmique flottant en dehors de l'univers observable si une telle chose était possible. Maintenant, l'abondance disparaît. Ce qui émerge à la place est un vide presque inimaginable, un néant si profond que la matière composant chaque étoile, chaque planète, chaque atome du corps humain s'intégrerait dans un volume si petit qu'il serait incompréhensible. Faisons les mathématiques de la densité cosmique, car les nombres ont une façon de clarifier ce dont notre intuition nous trompe. L'univers observable s'étend sur environ 93 milliards d'années-lumière d'un bord à l'autre. À l'intérieur de cette sphère, les astronomes ont catalogué environ 2 billions de galaxies. Chaque galaxie contient quelque part entre 100 millions et 100 billions d'étoiles, avec la galaxie moyenne accueillant peut-être 100 milliards de fourneaux stellaires. Cela produit un total d'environ 200 sextillions d'étoiles. C'est un 2 suivi de 24 zéros, un nombre si vaste qu'il dépasse le nombre de grains de sable sur chaque plage sur Terre, multiplié par 1 million. Maintenant, posons une simple question. Combien d'espace ces étoiles occupent-elles réellement ? Une étoile typique, comme notre Soleil, s'étend sur environ 1,4 million de kilomètres. Le volume d'une sphère dépend de son rayon, et quand vous calculez le volume total de chaque étoile dans l'univers observable, vous obtenez environ 2,8 fois 10 à la puissance 32 miles cubes.
Maintenant, comparons ceci au volume total de l'univers. Avec un rayon de 46,5 milliards d'années-lumière, l'univers observable occupe approximativement 3,6 fois 10 à la puissance 80 miles cubes. Quand vous divisez le volume de toutes les étoiles par le volume de l'univers observable, le résultat est stupéfiant. Les étoiles occupent approximativement 10 à la puissance négative 48 de l'espace total du cosmos. Cela représente une fraction extrêmement infime de l'univers. En d'autres termes, si nous devions réduire l'univers à la taille de la Terre, l'espace total occupé par les étoiles serait plus petit qu'un seul globule blanc dans le corps humain. Incompréhensiblement, presque impossiblement petit, et c'est seulement en comptant les surfaces visibles des étoiles. La majorité du volume d'une étoile est du plasma, mais les atomes eux-mêmes sont principalement du vide. Le noyau occupe 1/10000000e du volume d'un atome. Les électrons orbitent dans un vaste vide d'apparente vacuité. Ainsi, même la matière dans les étoiles, supposément les concentrations les plus denses de matière dans l'univers, en dehors des trous noirs et des étoiles à neutrons, est prédominément de l'espace vide. Et nous n'avons pas même discuté de l'espace entre les étoiles. Au sein de notre galaxie, la Voie lactée, environ 200 milliards d'étoiles sont distribuées sur un disque d'environ 100 000 années-lumière de diamètre. C'est environ 588 billions de miles de séparation. L'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima Centauri, orbite à une distance de 4,2 années-lumière. C'est environ 25 billions de miles. L'espace entre nous et notre voisin stellaire le plus proche est des milliers de fois plus grand que les étoiles elles-mêmes. Pour visualiser cela, imaginez rétrécir le Soleil à la taille d'un grain de sable, environ 1 mm de diamètre. À cette échelle, Proxima Centauri serait un grain de sable situé à environ 19 miles de distance. Entre ces deux grains de sable, s'étendant sur cette distance de 19 miles entières, ne serait que le vide, vacuité, néant. Ceci représente l'espacement typique au sein de notre galaxie, et les galaxies elles-mêmes sont séparées par des distances encore plus dramatiques. La galaxie d'Andromède, notre voisin galactique le plus proche, orbite à environ 2,5 millions d'années-lumière de distance. La Voie lactée mesure 100 000 années-lumière. Donc la distance jusqu'à Andromède est 25 fois la largeur entière de notre galaxie. En utilisant notre analogie du sable, si deux grains de sable représentaient la Voie lactée et Andromède, et si nous rétrécissions la Terre à la taille d'un grain de sable, la distance entre ces deux grains s'étendrait environ à la longueur d'un terrain de football. Dans l'espace entre eux, contenant presque entièrement rien, existe seulement une poignée de petites galaxies naines. Le reste est du vide, obscurité, l'absence de tout. Et ceci représente notre voisinage cosmique, l'une des régions les plus denses de l'univers. Dans d'autres régions, l'espacement entre les amas galactiques est encore plus dramatique. Les vides séparant ces structures cosmiques s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière sans presque aucune galaxie existant en eux. Donc l'univers observable se compose d'une majorité écrasante de rien, ponctuée par de rares concentrations de matière arrangées dans un réseau cosmique complexe de filaments et d'amas entourant d'énormes vides. Mais le vrai mystère n'est pas simplement que l'espace est vaste. Le vrai mystère est pourquoi l'espace doit être si vaste. Pourquoi l'univers ne pourrait-il pas être densément peuplé de galaxies, avec moins de vide entre les structures? La réponse nécessite de comprendre la physique fondamentale de la façon dont les structures se forment dans l'univers. Au début, peu de temps après le Big Bang, l'univers était presque uniforme. L'hydrogène et l'hélium gazeux se répandaient partout dans l'espace avec seulement des variations microscopiques de densité. Certaines régions étaient une partie sur 100 000 plus denses que la moyenne. D'autres étaient une partie sur 100 000 moins denses. Ce n'étaient pas des différences dramatiques. D'une perspective macroscopique, l'univers primitif semblait homogène, lisse, presque parfaitement sans caractéristiques. Mais la gravité est implacable. Sur des milliards d'années, la gravité a amplifié ces minuscules différences de densité.
Les régions qui ont commencé légèrement plus denses que la moyenne ont attiré plus de matière. Cela les a rendues encore plus denses. L'augmentation de la gravité a attiré encore plus de matière, créant une boucle de rétroaction positive. Les régions qui ont commencé légèrement moins denses ont perdu leur matière aux régions plus denses. Elles sont devenues progressivement plus vides. Ces fluctuations quantiques, initiales, étirées à des échelles cosmiques par l'inflation pendant la première fraction de seconde de l'univers, sont devenues les graines dont toute la structure a grandi. Le problème est dès que la formation de structures combat contre l'expansion. Dans l'univers primitif, quand tout était plus proche ensemble, la gravité pouvait rassembler la matière en nuages d'effondrement. Mais l'univers était en expansion, continuellement tirant la matière à part. Pour que la structure se forme, la force attractive de la gravité devait surmonter la séparation de l'expansion. Cela nécessitait des variations de densité initiale suffisamment grandes. Si les fluctuations de densité avaient été beaucoup plus petites, disons une partie sur 1 million au lieu d'une partie sur 100 000, la gravité n'aurait jamais été assez forte pour surmonter l'expansion. La matière aurait resté distribuée uniformément dans tout l'espace. Aucune galaxie ne se formerait, aucune étoile ne s'allumerait, aucune planète ne se cristalliserait. L'univers serait un océan infini et en constante expansion d'hydrogène et d'hélium, sans aucune structure du tout. Inversement, si les variations de densité initiale avaient été beaucoup plus grandes, peut-être une partie sur 1000, la gravité aurait opéré trop efficacement. Les régions denses s'effondreraient trop rapidement et violemment. Au lieu de former des galaxies avec des milliards d'étoiles, ces régions formeraient directement des trous noirs. L'univers primitif aurait été rempli de trous noirs dévorant la matière, ne laissant rien derrière pour la formation d'étoiles et de galaxies. La chimie ne serait jamais complexe. La vie n'émergerait jamais. Donc le vaste de l'univers n'est pas un accident. C'est une conséquence de la nécessité que les variations des densités initiales accélérées étalées. Elles doivent être un VVF accéléré mais assez petite pour que ces structures se forment graduellement plutôt que de manière catastrophique. L'univers que nous observons, avec des galaxies séparées par des millions d'années-lumière, représente la seule configuration compatible avec l'existence de structures complexes. C'est pourquoi les galaxies doivent être éparses. C'est pourquoi le vide est inévitable. Mais il y a un autre facteur rendant l'univers de plus en plus vide au fil du temps, l'expansion accélérée entraînée par l'énergie sombre. En 1998, 2 équipes indépendantes d'astronomes étudiant des supernovas lointaines ont découvert quelque chose qui ne devait pas être possible. L'expansion de l'univers, que la plupart des scientifiques s'attendaient à ralentir en raison de la gravité, accélérait en réalité. Cette découverte a renversé des décennies de prédictions théoriques et a ouvert un mystère entièrement nouveau en physique. Une mystérieuse forme d'énergie, appelée énergie sombre, poussait l'espace lui-même à part, agissant contre la gravité, travaillant à isoler les structures les unes des autres. Imaginez une feuille de caoutchouc avec des points éparpillés dessus. Quand vous étirez le caoutchouc, chaque point s'éloigne de tous les autres points. Plus 2 points sont éloignés, plus vite ils se séparent car plus de caoutchouc existe entre eux pour s'étirer. C'est ainsi que fonctionne l'expansion cosmique. L'espace lui-même s'étire. Les galaxies ne se déplacent pas à travers l'espace loin les unes des autres. Plutôt, l'espace entre elles grandit, et l'énergie sombre accélère cet étirement. L'énergie sombre comprend environ 68% de la densité d'énergie totale de l'univers. La matière normale, les étoiles, planètes, gaz et poussière que nous pouvons voir ne composent qu'environ 5%. Le reste est la matière sombre, une substance invisible qui fournit l'échafaudage gravitationnel pour les galaxies mais ne s'interagit pas électromagnétiquement. Donc 95% du contenu de l'univers est du matériel que nous ne comprenons fondamentalement pas. Et de ce 95%, l'énergie sombre, qui pousse activement les structures à part, constitue la portion dominante.
Dans l'univers primitif, quand tout était plus proche ensemble, la gravité de la matière dominait. L'expansion ralentissait. Les régions de densité plus élevées pouvaient attirer la matière à proximité parce que la gravité agissait plus vite que l'expansion ne pouvait les séparer. Mais au fur et à mesure que l'univers vieillit et s'expande, la matière devient progressivement plus dispersée. Son influence gravitationnelle s'affaiblit. Pendant ce temps, la densité de l'énergie sombre restait constante. À mesure que l'espace s'expand, la quantité totale d'énergie sombre augmentait. Plus d'espace signifiait plus d'énergie sombre. Cette énergie avait un effet répulsif travaillant contre la gravité. Il y a environ 5 milliards d'années, l'énergie sombre a surpassé l'influence gravitationnelle de la matière. L'expansion de l'univers a commencé à accélérer, et elle continue à accélérer depuis. Cette accélération transforme graduellement le cosmos en un endroit de plus en plus isolé. Les structures non tenues ensemble par leur propre gravité sont poussées à part plus rapidement et plus vite. Les amas galactiques, séparés des superamas, il y a des milliards d'années, continuent à se rétracter. L'amas de la Vierge, l'amas du fourneau, l'amas de la chevelure, toutes ces structures sont emportées loin de nous et les unes des autres à des vitesses sans cesse croissantes. Finalement, sur des échelles de temps de billions d'années, la plupart de ces structures traverseront ce que les physiciens appellent l'horizon cosmologique. Elles se rétracteront si vite que la lumière voyageant d'elles vers nous ne nous atteindra jamais réellement. Les photons seront portant des informations sur des galaxies lointaines qui arriveront si décalées vers le rouge, si étirées à des longueurs d'onde aussi longues qu'elles seront indétectables. Ces galaxies disparaîtront effectivement de notre univers. L'univers observable rétrécira de l'extérieur vers l'intérieur. Mais ce processus a une implication profondément importante. La structure du réseau cosmique est en cours de destruction. Les filaments reliant les amas galactiques s'amincissent. Les vides entre eux s'agrandissent. Le réseau complexe que les astronomes ont cartographié au cours des décennies est en cours d'étirement, dissous par l'accélération. Finalement, dans le lointain futur, la structure à grande échelle de l'univers sera méconnaissable. Les amas galactiques seront des îles isolées entourées de vides si vastes qu'aucune lumière d'autres amas ne les atteindra jamais. La matière sera progressivement isolée d'autres matières. Parlons maintenant directement des vides, car ils sont plus que simplement l'espace vide entre les filaments. Ce sont des caractéristiques fondamentales de l'architecture cosmique. Quand les astronomes ont commencé à cartographier les positions tridimensionnelles des galaxies dans les années 1970 et 1980, mesurant non seulement où elles apparaissaient sur le ciel, mais aussi leur distance, un motif remarquable a émergé. Les galaxies n'étaient pas distribuées aléatoirement. Elles se regroupaient en groupes qui formaient des amas plus grands qui se connectaient via des filaments s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Et entre ces filaments existaient de vastes régions contenant presque aucune galaxie du tout. Ces vides cosmiques étaient des révélations. Le premier grand vide découvert était le vide de Bootes, une région à peu près sphérique d'environ 330 millions d'années-lumière de diamètre, contenant seulement environ 60 galaxies. Une région typique de cette taille devrait contenir environ 10 000 galaxies. Le vide de Bootes contenait 99,4% moins de galaxies qu'attendu. Un observateur vivant sur une planète, dans une galaxie au centre de ce vide, regarderait vers l'extérieur dans chaque direction et percevrait presque rien. La concentration la plus proche de galaxies serait à plus de 165 millions d'années-lumière. Notre voisin galactique le plus proche, Andromède, n'est qu'à 2,5 millions d'années-lumière. L'observateur du vide de Bootes habiterait un univers beaucoup plus solitaire que le nôtre. Le ciel nocturne n'afficherait pratiquement aucune galaxie sans énorme télescope. Pas de bande d'étoiles d'une grande structure spirale. Aucune galaxie voisine visible à l'œil nu. Seulement,
l'obscurité ponctuée par le fond cosmique de rayonnement micro-ondes, ce faible éclat résiduel de la prime enfance de l'univers. Le vide de Botès n'était pas unique. Les astronomes ont découvert des vides additionnels de taille similaire ou plus grande. Le géant vide, aussi appelé le vide du Capricorne, s'étend sur environ 1 milliard d'années-lumière. Le supervide d'Éridan mesure similairement. Ce ne sont pas des caractéristiques temporaires. Les vides sont des structures persistantes et ils grandissent. À mesure que l'univers s'expande, les vides s'expandent plus vite que la moyenne. Pourquoi ? Parce que les vides contiennent moins de matière. Avec moins de masse présente, l'influence de la gravité est plus faible. L'expansion procède plus rapidement. Pendant ce temps, les filaments reliant les amas galactiques contiennent de la matière concentrée. Leur gravité plus forte contrecarre partiellement l'expansion. Ils s'expandent plus lentement ou se contractent même au fur et à mesure que la matière s'écoule en eux à partir des vides environnants. Le réseau cosmique devient plus prononcé au fil du temps. Les filaments se densifient. Les vides deviennent plus vides. L'univers s'organise lui-même en contraste de plus en plus extrême entre surpeuplé et vide. L'énergie sombre accélère ce processus. L'expansion plus rapide signifie que les vides grandissent encore plus vite. La matière a moins de temps de s'écouler des vides vers les filaments avant que l'expansion la porte au-delà de la portée. La structure de l'univers est activement en cours de destruction, systématiquement par l'expansion accélérée entraînée par l'énergie sombre. À l'intérieur des vides, les conditions sont dramatiquement différentes des régions comme la nôtre. Nous habitons ce que les astronomes appellent la feuille locale, une structure filamentreuse relativement dense contenant des dizaines de galaxies à quelques millions d'années-lumière. Notre ciel nocturne, pour quiconque avec des télescopes, semble riche de voisins galactiques. La formation d'étoiles procède activement tout au long de ces galaxies. Mais au sein des vides, les galaxies sont peu nombreuses, petites et ternes. Les galaxies de vide, comme les astronomes les appellent, sont généralement des galaxies naines contenant bien moins d'étoiles que la Voie lactée. Elles sont isolées, rarement en interaction avec des voisins, car les voisins sont rares. Les interactions de galaxies, où deux galaxies passent près l'une de l'autre, peuvent déclencher une formation d'étoiles dramatiques par la compression gravitationnelle du gaz. Mais les galaxies de vide manquent ces rencontres. Leur évolution procède lentement. Elles forment des étoiles à des taux inférieurs aux galaxies dans des environnements plus denses. De nombreuses galaxies de vide sont parmi les objets les plus pristines, les moins évolués de l'univers. Elles sont restées largement indisturbes pendant des milliards d'années, changées peu depuis la genèse de l'univers, les rendant des fossiles cosmiques précieux pour étudier l'évolution galactique. Mais cet isolement a une dimension psychologique. Une civilisation intelligente, surgissant dans une galaxie de vide, observerait un univers fondamentalement différent que nous observons. Il verrait presque aucune galaxie voisine. Il pourrait conclure que l'univers contenait seulement des galaxies individuelles éparpillées dans un vide infini, plutôt que de reconnaître la structure du réseau cosmique de filaments et d'amas. Leur cosmologie serait façonnée par leur emplacement, tout comme la nôtre. Nous sommes chanceux d'habiter une région où le réseau cosmique est visible, où les galaxies sont assez proches pour observer, où la structure à grande échelle peut être cartographiée. Notre compréhension de l'architecture cosmique dépend absolument de notre emplacement. Cela nous amène à une question profonde. Pourquoi l'univers doit-il être vide en premier lieu ? La réponse implique de comprendre ce que les physiciens appellent le principe anthropique. Les observateurs intelligents, comme nous, se trouvent nécessairement dans les régions de l'univers compatibles avec leur existence. La vie exige des conditions spécifiques, des étoiles, des planètes, des climats stables, des milliards d'années d'évolution. Ces conditions existent pendant ce qu'on appelle l'ère stellifère, l'âge des étoiles. Cette époque a commencé quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, quand les premières étoiles se sont allumées. Elle continuera pendant des billions d'années à mesure que les étoiles naissent, vivent et meurent.
Nous vivons environ 1% de la manière à travers cette ère. Mais l'ère stellifère a des limites. Dans le lointain futur de l'univers, la formation d'étoiles finira éventuellement. Les galaxies épuiseront leurs réserves de gaz. L'expansion et les processus stellaires disperseront le gaz restant sur des distances si vastes que la gravité ne peut pas l'accumuler en nouvelles étoiles. Une fois que la formation d'étoiles s'arrête, l'univers devient progressivement plus sombre, plus froid, plus vide. Finalement, les dernières étoiles s'éteindront. Les naines blanches, les restes d'étoiles mortes, refroidiront vers le zéro absolu sur des échelles de temps de 10 à la puissance 30 années. Les trous noirs s'évaporeront par rayonnement Hawking sur des périodes incompréhensiblement plus longues. L'univers atteindra ce que les physiciens appellent la mort de chaleur. Entropie maximale, équilibre thermique complet, un état où rien ne se passe, rien ne change, rien ne se passera jamais à nouveau, mais ce futur se situe à des billions d'années. Pour l'instant, l'univers reste dans un état convenable à l'observation et l'étude. Le fond cosmique de rayonnement micro-ondes, cette ancienne lumière d'il y a 380 000 ans après le Big Bang, reste détectable. Les galaxies restent visibles dans nos télescopes. Nous pouvons toujours mesurer l'expansion cosmique, déduire le passé de l'univers, projeté dans son futur. Cette fenêtre d'observation est temporaire. Dans le lointain futur, à mesure que l'énergie sombre accélère l'expansion et que les structures sont poussées au-delà de notre horizon, les civilisations futures auront beaucoup moins d'informations sur le cosmos. L'univers semblera plus petit, plus vide, plus mystérieux. Nous existons pendant une époque uniquement observable. Et cette existence, dans cette ère rare, dans ce emplacement fortuit au sein du réseau cosmique, devrait changer comment nous nous comprenons. Nous ne sommes pas centraux dans le cosmos. Nous ne sommes pas spéciaux parce que l'univers a été conçu pour nous. Nous sommes spéciaux car nous existons à précisément l'intersection de improbabilités multiples. L'univers devait commencer avec les bonnes conditions initiales. L'inflation devait produire des variations de densité de l'amplitude exactement correctes. La matière sombre devait exister dans l'abondance exactement correcte. L'énergie sombre devait avoir sa force observée exactement. Les étoiles devaient se former et exploser et disperser les éléments lourds. Notre Soleil devait se former à partir de matériel enrichi. La Terre devait se former à la bonne distance de notre étoile. La vie devait émerger et évoluer la conscience. Chaque étape était improbable. Chaque étape aurait pu échouer. Nous existons car une chaîne stupéfiante d'événements improbables s'est déroulée exactement comme il le fallait. C'est pourquoi l'univers doit être principalement vide, assez dense pour que les structures se forment, assez clairsemé pour que ces structures se forment graduellement plutôt que de s'effondrer dans des trous noirs. L'univers est un équilibre délicat entre plénitude et vacuité, et nous occupons l'une des rares poches de complexité dispersées dans un vide vaste. Considérez ce que signifie l'expansion pour le sort du long terme de l'univers. L'espace n'est pas statique, c'est dynamique, s'étendant continuellement. Chaque galaxie s'éloigne de chaque autre galaxie, non pas à travers l'espace, mais parce que l'espace entre elles grandit. Cette expansion est décrite mathématiquement par ce que les physiciens appellent la constante de Hubble. Pour chaque 3,3 millions d'années-lumière de distance, la vitesse de récession augmente d'environ 43,5 miles par seconde. Une galaxie à 10 millions d'années-lumière se rétracte à environ 430 miles par seconde. Une galaxie à 100 millions d'années-lumière se rétracte à 4300 miles par seconde. Les galaxies à 10 milliards d'années-lumière se rétractaient plus vite que la vitesse de la lumière. Cela ne viole pas la relativité. La lumière ne peut pas se déplacer plus vite que la vitesse lumineuse à travers l'espace. Mais l'espace lui-même peut s'expanser plus vite que la lumière ne peut le traverser. La lumière voyageant d'une galaxie qui se rétracte vers nous est comme nager en amont dans un courant plus rapide que vous ne pouvez nager. Les photons font progresser à travers l'espace, mais l'espace en expansion entre nous et la galaxie porte les photons en arrière plus vite qu'ils ne peuvent avancer. Finalement,
ils ne nous atteindront jamais. La galaxie traverse ce que les physiciens appellent l'horizon cosmologique, au-delà duquel nous ne pouvons jamais recevoir d'informations. À mesure que l'énergie sombre accélère l'expansion, cet horizon se réduit effectivement. Les galaxies actuellement visibles traverseront éventuellement l'horizon et disparaîtront. L'univers observable, de notre perspective, se réduit graduellement même si l'univers total grandit et se vide davantage. Dans le lointain futur, les observateurs, si quelques civilisations pouvaient durer d'une manière ou d'une autre aussi longtemps, ne verraient que leur voisinage cosmique immédiat. Andromède, notre voisin galactique, entrera en collision avec la Voie lactée dans quelques milliards d'années, finissant par fusionner en une seule galaxie elliptique. Cette galaxie fusionnée restera visible car elle sera gravitationnellement liée, tenue ensemble par la gravité mutuelle contre l'expansion cosmique. Mais d'autres amas galactiques seront emportés par l'expansion jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Le fond cosmique de rayonnement micro-ondes sera décalé vers le rouge à des longueurs d'onde si longues, à des énergies si basses qu'il devient indétectable. La preuve directe du Big Bang sera effacée par l'expansion. Les civilisations futures n'auraient aucun moyen de découvrir que l'univers avait un commencement chaud et dense. Aucun moyen de mesurer l'expansion. Aucun moyen de tracer l'histoire cosmique. Ils seraient piégés dans l'ignorance, observant seulement leurs environs immédiats, sans preuve que quoi que ce soit d'autre existait ou pouvait exister. Nous sommes chanceux d'exister maintenant. C'est l'ère d'observabilité maximale, quand les galaxies lointaines brillent toujours dans nos télescopes, quand le fond cosmique de rayonnement micro-ondes reste détectable, quand nous pouvons mesurer l'expansion et déduire le Big Bang et comprendre l'histoire et le sort de l'univers. Cette opportunité est temporaire. Elle ne durera pas. L'univers se dirige vers un avenir d'isolement, d'obscurité, de mort de chaleur. Mais nous sommes ici maintenant, pendant la brève fenêtre quand l'univers se révèle. Alors que signifie finalement le vide de l'univers ? Cela signifie que nous sommes extraordinairement rares. La matière est extrêmement clairsemée. L'univers est dominé par l'énergie sombre que nous ne comprenons pas et la matière sombre que nous ne pouvons pas voir. La matière visible comprend seulement 5% du contenu du cosmos. De ce 5%, la plupart forment du gaz diffus, éparpillé à travers les vastes vides. La matière solide et concentrée formant des étoiles et des planètes, le matériel dont la vie émerge, représente une infime fraction de la réalité. Mais nous existons. D'une certaine façon, grâce à une séquence improbable d'événements, la matière s'est organisée en forme de plus en plus complexe. Les atomes sont devenus des molécules. Les molécules sont devenues la chimie est devenue la biologie est devenue la conscience. Et la conscience a regardé l'univers et a réalisé quelque chose d'extraordinaire, la compréhension. Nous avons décodé la structure atomique, nous avons cartographié le cosmos, nous avons envoyé des machines au-delà de notre système solaire. Nous comprenons la gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires, la mécanique quantique, la relativité. Nous avons construit sur cette compréhension pour créer la technologie qui nous permet de sonder les secrets les plus profonds de l'univers. Nous avons découvert que nous sommes seuls dans un cosmos de plus en plus vide. Cette connaissance, cette compréhension de notre isolement profond et de notre improbabilité est peut-être la réalisation la plus importante qu'une civilisation puisse avoir. Cela devrait nous humilier. Cela devrait inspirer la gratitude. Cela devrait nous motiver à préserver la conscience, à continuer l'étude et le questionnement, à résister à l'entropie et au désordre aussi longtemps que nous le pouvons. L'univers est vide, terrifiant, accablant, incompréhensiblement vide. Presque tout l'espace ne contient presque rien. Les distances entre les galaxies dépassent la compréhension humaine. Le futur ne promet que l'isolement croissant à mesure que l'énergie sombre accélère l'expansion. Les structures que nous observons aujourd'hui disparaîtront éventuellement de notre univers observable, emportées au-delà de notre horizon par l'espace en accélération. Mais en ce bref moment entre le Big Bang et la mort de chaleur, nous existons.
Nous observons, nous comprenons, nous reconnaissons le vide et saisissons pourquoi il doit être ainsi. Cette compréhension, cette capacité à percevoir notre situation clairement pourrait être la chose la plus significative dans l'univers. Car un cosmos vide observé et compris est différent d'un cosmos vide existant seul et non perçu. Nous sommes l'univers s'expérimentant lui-même. De brefs motifs de matière et d'énergie atteignant la conscience. Des structures temporaires d'une complexité remarquable dans un vide en expansion. Et pour l'instant, dans cette ère précieuse, quand l'observation est toujours possible, nous pouvons continuer à étudier le vide, mesurer les distances, cartographier la structure, comprendre la physique, contempler notre place. Cela compte. Cela compte plus que nous ne le réaliserions jamais. Car nous sommes la seule manière connue que l'univers a de se connaître. Et cela, dans un cosmos accablant vide, c'est tout.